Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un nouveau tutoriel et on va continuer comme lundi dernier les bases de l'animation dans Maya. On va voir un petit peu les trucs un peu plus avancés dans le Graph Editor, on va voir ce que c'est le dope sheet et on va voir un petit peu aussi ce que c'est l'animation avec des groupes interposés, c'est-à-dire qu'on va mettre des groupes dans des groupes dans des groupes pour faire un petit peu à chaque fois une animation sur un groupe et le tout, on va dire composé, va nous permettre d'avoir une animation qui est complexe alors que ce ne sont que des animations qui sont très simples à la base. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que toute cette formation et toutes les formations de Maya sont disponibles sur le site de motion-live.com/formation et que toutes les scènes utilisées dans les tutoriels sont téléchargeables gratuitement et que vous pouvez vous abonner pour recevoir les cours en avant-première ainsi que plein d'autres bonus sur cette formation. Allez, on y va, on commence, c'est parti. Donc on va faire comme la dernière fois, créer une sphère pour faire notre balle. Jusque là, tout va bien. D'accord, on va revenir mettre ses translate à 0 et supprimer son historique. D'accord, on va venir tout simplement créer un contrôleur qui va la gérer. D'accord, il est ici, on va le scaler un petit peu et on va le dupliquer. Donc ce contrôleur là va nous permettre de gérer la balle au niveau avec un point de pivot qui sera le centre de la sphère et on va lui mettre un autre contrôleur en le dupliquant et lui va nous permettre de gérer la balle avec le point de pivot qui sera sur ce point ici du bas. Je rappelle, j'appuie sur V et je vais sur la flèche jaune, enfin verte pardon, pour pouvoir me snapper sur les axes Y, sur tous les vertex de la scène. D'accord? Donc le seul vertex qui est sur l'axe Y ici, c'est bien le vertex de la base de la sphère. Donc à quoi vont me servir ces deux contrôleurs? Ce contrôleur là va me servir à contrôler la balle par rapport à son centre. Et ici, ce contrôleur là va me permettre de contrôler la balle par rapport à son point de contact avec le sol. Je vais prendre ces deux contrôleurs et leur faire un petit freeze transform pour remettre leur valeur à 0 et venir faire un delete by type historique. Je vais les renommer. Cela je vais l'appeler control ball center et ici je vais l'appeler control balle pivot. Sol plutôt, ce sera plus simple. D'accord. Donc voilà, je vais tout simplement parenter la balle à ce contrôleur. Et le contrôleur du centre, je vais le parenter au pivot. Donc le contrôleur du centre va nous permettre de faire tourner la balle surtout. Alors que ce contrôleur-là va nous permettre de la faire bouger et d'avoir le contact correctement. Alors on va venir mettre notre balle au niveau du sol, tout simplement comme ceci, et venir refaire un freeze transform là-dessus, deleter l'historique, pour pouvoir avoir des transforms qui soient à 0 sur le sol, comme dans le premier tutoriel, ça ne devrait pas trop vous choquer. Bien sûr, je rappelle, si vous n'avez pas vu le premier tutoriel, je vous invite à aller le voir en appuyant sur le petit i ici qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce que je vais raconter dans ce tutoriel. Et vous allez voir qu'il y a des passages où je vais passer vite dessus, c'est juste parce que j'ai déjà expliqué la semaine dernière. Donc ici on va l'appeler mesh ball. Notre sphère est créée, on va pouvoir l'animer. Et là on va commencer à voir un petit peu comment faire pour animer en layer. Donc comme j'ai dit, ça ce sera la rotation, ça le contact. Et on pourrait même créer, si on était chaud, contrôleur pour le scale. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais dupliquer ce contrôleur là. Je vais le... Alors vous voyez que je me suis trompé, excusez-moi, de... Non, c'était dans l'espace objet qu'il faut mettre le nom et non pas dans la shape. À chaque fois je fais l'erreur, excusez-moi. Donc c'est bien, le nom il faut bien le mettre ici et non pas ici. Voilà. Donc, je vais dupliquer ce contrôleur. D'accord? Seulement le contrôleur. Donc, pour ça, je vais je vais juste dupliquer le tout. Je vais dans Windows Outliner. J'ai dupliqué le tout, donc forcément, j'ai une deuxième balle qui a été dupliquée. Je vais supprimer juste cette balle. Je vais renommer ce contrôleur cball scale. D'accord? Et je vais le parenter à cball center. Le mesh ball sera dans cball scale. Excusez-moi, mais d'abord je vais lui donner une forme différente pour pouvoir mieux le reconnaître. Je vais juste prendre ces points-là, ces points-là, ces points-là, ces points-là et les scaler sur le centre comme ceci. Maintenant, je peux très bien mettre ma balle dans ce scale que je vais d'abord freeze transformer. Maintenant, j'ai bien ma balle qui est contrôlée par la rotation et ma position. Je vais pour être plus cohérent, et vous allez voir que c'est là qu'on commence à faire des trucs un peu plus avancés, un peu plus
simple à utiliser pour l'utilisateur lambda qui va pouvoir utiliser notre balle derrière. Donc on est un petit peu ici à mi-chemin entre animation et rig. Et vous allez voir que de toute façon, dans tous les cas, l'animation et le rig vont toujours un petit peu s'entremêler. En fait, faire de l'animation sans savoir riguer, c'est un peu débile, et l'inverse aussi. Donc ça, on a dit que c'était les translate. Donc on va prendre les rotate, les scale, on va les... Ah, pardon. Rotate Scale, clic droit, Lock and Hide, selected, comme ça on ne pourra plus permettre à l'utilisateur d'utiliser. Si on a dit que c'était les Scale, donc Translate, Rotate, ça dégage. Et celui-ci, on a dit que c'était les Translate, les Rotate, pardon, donc ça et ça vire. Maintenant, ça va nous permettre, hop, excusez-moi, d'avoir ceci pour le Scale. Et je ne peux faire que du Scale, regarde, je ne peux rien bouger, rien tourner. Ceci que pour les Rotate, je ne peux pas scaler ni bouger. Et ceci pour les translate. Alors j'aurais très bien pu gérer les rotate et les scale dans un seul et même contrôleur. Ça n'aurait pas été un problème en soi. Mais je préfère séparer les deux pour plus de lisibilité. Mais vous aurez pu très bien utiliser le même contrôleur, on n'aurait pas eu de problème. On est parti maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle communément l'animation en pause clé. En fait, la dernière fois, on avait un petit peu animé à l'arrache pour montrer comment fonctionne l'animation de Maya, mais en fait, on a une technique parmi tant d'autres, qui n'est pas forcément la technique d'animation par excellence, mais c'est une technique parmi tant d'autres, qui est d'animer en pause clé. À quoi correspond cette technique? Cette technique, en fait, va nous permettre de créer une pause clé, une image clé de notre animation à un instant T. On va en faire plusieurs, une au début, une au milieu, une à la fin, une entre deux, on va en faire plein. En fait, on va faire à chaque fois une pause clé qui va correspondre à un changement de poids. Vous allez voir, nous, notre balle, par exemple, on aura une pause clé quand elle sera en l'air, une pause clé quand elle va taper le sol, une pause clé quand elle sera en l'air, le sol, en l'air, en sol, et c'est terminé. En gros, ça va être ça. Donc à chaque fois qu'on a une image clé de l'animation, et cette image clé va souvent correspondre à un changement de poids, à un changement de trajectoire de l'objet. On va les faire à la suite. Donc je m'explique, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça à l'oral, alors qu'à faire, c'est très simple. Donc je vais le faire, c'est plus simple. Donc par exemple, ma première pause clé sera là. Je vais mettre une clé ici. Donc Shift W pour faire des clés sur les translate. Ma deuxième clé, je la fais sur l'image juste après. Et je vais simplement me mettre ici à 0. Et hop, c'est ma deuxième pause clé. Troisième pause clé, elle est ici. Quatrième pause clé, elle est là. Cinquième pause clé, elle est ici. Sixième pause clé, elle est là. Donc, ça me permet maintenant de switcher entre les frames et voir un petit peu si déjà mon mouvement est dynamique, s'il correspond à la dynamique. Déjà. Donc déjà, ça c'est hyper important. Et ça permet de faire une chose à la fois. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on fait la position de l'objet. Et après, on va pouvoir faire le time. Donc le time, c'est quoi? C'est le temps de l'animation. C'est comment, est-ce que c'est rapide, lent, combien de temps entre les poses clés, etc. Donc, de toute façon, on va revoir cette technique avec le personnage plus tard. Vous verrez que ce sera un peu plus parlant. Mais au moins, là, je vous présente la technique vraiment théorique, qui est l'animation en pose clé. Donc voilà, là, on a géré le translate. Maintenant, on va gérer le scale. Donc le scale, rappelez-vous, la formule, c'est 1 sur racine du stretch pour avoir un stretch and squash cohérent. Donc rappelez-vous comment on fait. Tiens, on va le refaire, ce sera un bon exercice. On vient créer une expression. Donc pour ça, on a Windows, Animation Editor, Expression Editor. Je viens gérer son scale. Rappelez-vous, son stretch doit se faire sur X et Z, d'accord, ici. Et son squash doit se faire là-dessus, d'accord. Non, excusez-moi, pardon. Son stretch, c'est sur cet axe ici, Y. Et le squash vient ici sur Y, X et Z. Donc, on vient marquer scale X égale 1 sur square root, d'accord, ici, entre parenthèses, scale Y, ici, point virgule pour terminer la phrase. On duplique cette ligne, tout simplement. Et ici, je vais mettre scale Z. Alors, je reviens un petit peu sur cette formule et sur les expressions. Je sais que ça doit paraître un peu bizarre pour certaines personnes. Donc, les expressions permettent de rentrer un calcul dans un attribut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner à un attribut une valeur qui sera variable au cours du temps. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets dans un attribut l'expression x plus y, et ben cet attribut portera toujours la valeur de translate x et translate y, la somme de ces deux valeurs. Peu importe ce qui se passe, d'accord? Là, je dis à l'attribut cbal scale x,
qui sera égal à 1 sur racine carrée de c bal scale y. D'accord? C'est assez simple à comprendre. Et je dis que bal scale z sera égal à la même valeur, donc 1 sur square root, donc racine carrée, de c bal point scale y. Si vous avez des problèmes avec ça, je vous renvoie encore une fois au premier cours sur l'animation où j'explique l'expression de la conservation de volume dans le stretch and squash, le stretch and squash, excusez-moi. Et j'ai aussi expliqué les expressions dans mon tutoriel sur les n particules de noyage. Je vous invite à aller le voir aussi, ça va pouvoir vous en apprendre un peu plus. Ce qu'il faut retenir des expressions si vous n'avez toujours pas compris. C'est très simple, c'est encore une fois un calcul qu'on va mettre dans un attribut. Ce n'est rien que ça. Mais ce qui est cool, c'est que le calcul, on peut en faire ce qu'on veut. On peut faire plusieurs calculs, plusieurs lignes, on peut faire des conditions, bref, ce qu'on veut. On peut faire en fait carrément une liste de scripts qu'on peut venir mettre dans l'attribut. Donc ça peut aller du calcul très simple à une ligne comme ici, comme à un calcul très complexe, un script très complexe, ce sera la même chose, d'accord? Donc en fait, on dit juste à l'ordinateur autre chose qu'une valeur à mettre dans cet attribut. Ça va être une somme de valeurs, un calcul de valeurs, une condition, bref, plein de choses. En passant de tous les cas, il y aura un cours sur les expressions en elles-mêmes en mail et en Python qui sera fait après les cours sur l'animation, qui va peut-être vous permettre d'aller un peu plus loin. Encore une fois, je mettrai un lien dans la description qui va vous permettre d'aller plus loin dans les expressions sur Maya. Ça vous permettra peut-être, pour ceux qui sont intéressés, de comprendre un peu plus leur fonctionnement. Je fais create, et là, maintenant, quand je scale sur z et x, et bah, ça marche pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux valeurs sont loquées, puisqu'elles sont égales à la racine carrée à chaque fois, enfin à 1 sur racine carrée de la valeur de x. Maintenant, le squash and stretch est cohérent. D'accord? Vous voyez que quand ma valeur, mon scale y arrive à 0, et ben ça fait de la merde. Bah oui, pourquoi ça fait de la merde? Ça, on l'a déjà vu sur la vidéo précédente, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et je vous rappelle que les valeurs de x, de x et z, c'est égal à 1 sur racine carrée de y. Et si y est à 0, bah forcément, ça fait 1 sur racine carrée de 0, ce qui fait 1 sur 0, ce qui est impossible en mathématiques. Rappelez-vous vos cours de collège. Donc pour ça, on va juste aller dans Attribute Editor et venir mettre la valeur minimum de y à 0,01, histoire d'éviter cette erreur de mathématiques. Donc ici, vous allez dans l'onglet de l'espace objet cbal scale, et ici vous avez ici limite information qui permet de limiter justement les informations. Donc je pense que là c'est assez clair. Vous avez le limite en scale ici, limite scale y, vous allez mettre minimum, et là vous allez mettre 0,01. Comme ça, maintenant, je ne peux plus faire péter mon truc. D'accord? Donc ça, c'est pratique. Le maximum, quant à lui, par contre, on s'en fout. Maintenant qu'on a entre guillemets, un rig qui fait la blague en scale, alors je ne comprends pas pourquoi j'ai une erreur. Ah oui, alors, voilà. Je vais remettre le scale ici à 1. Clac, voilà. On va pouvoir maintenant ajouter le scale sur nos postes clés. Donc, je rappelle les raccourcis. Shift W pour faire une clé sur les translate, Shift E pour faire une clé sur les rotate, et Shift R pour faire une clé sur les scale. Pardon. On y va. Hop, vous allez voir pourquoi je mets un au-dessus et un peu plus en dessous. Ah, tant pour moi, j'ai fait une erreur. Non, si, c'est bon. Alors, des fois, oui, il met mal à jour les informations de... Alors je vais loquer tous les attributs de la balle parce que des fois je la sélectionne par erreur, c'est un peu embêtant, et je vais venir désélectionner le mode polygone ici pour ne plus pouvoir la sélectionner. Vous voyez, des fois il se met mal à jour, ce n'est pas grave, il va se mettre à jour quand j'aurai mis une clé. D'accord? Regardez, il s'est mis à jour. Et ici, voilà. Bon, ça devrait être bon. Hop. Peut-être celui-ci est trop important, je pense. Voilà. Maintenant, bah forcément, il va falloir adapter mon translate X, donc mon translate Y ici. Donc je vais venir simplement le remettre correctement. Et voilà. Et maintenant, j'ai ça, image par image. Donc c'est un peu intéressant. On voit qu'il nous manque des images clés. Il nous manque une image clé entre la position haute et la position basse, puisqu'on aimerait pouvoir étirer notre balle entre les deux. Donc on va pouvoir commencer. En fait, on va rajouter une pose clé entre les deux. Donc, comment faire? Et en fait, vous allez voir qu'il y a une facilité assez sympathique ici pour bouger les keyframes dans cette timeline, dont je ne vous ai pas parlé la semaine dernière et qui va être très intéressant. En appuyant sur Shift, regardez, et que je fais un drag and drop, je peux venir dessiner un espèce de carré rouge dans ma timeline.
Ce carré rouge va me permettre de sélectionner mes clés. Regardez. Je peux venir prendre mon carré rouge, toutes ces clés-là. Et si j'appuie sur le clic de molette et les deux flèches ici, hop, je peux venir décaler mes clés. Moi, je vais venir décaler les clés de une frame. Et je vais venir faire ça pour décaler chaque frame de ma timeline. Parce que je veux rajouter une pause clé à chaque fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je souhaite, je peux aussi très bien sélectionner mes clés et je peux appuyer sur cette flèche ici pour étirer ou rétrécir mes clés. D'accord? C'est possible aussi. Donc vous pouvez faire pas mal déjà d'opérations directement sur les clés, rien que dans cette petite timeline un peu, en apparence un peu simpliste, et pourtant il y a quand même quelques possibilités pour déjà commencer à travailler votre animation. Donc ici je veux que ma balle soit comme ceci, hop là, voilà par exemple. Alors vous voyez que j'ai fait l'erreur de ne pas sélectionner tous mes contrôleurs, mais seulement le contrôleur du translate, ce qui fait que j'ai oublié de scaler les clés de mon scale. Donc faisons le scale des clés de mon scale. Donc on prend cette clé, on décale d'un, on prend cette clé, allez, hop là. Que ça reste synchrone. Si vous le faites avec plusieurs sélections, il vous bouge bien pardon, les clés de toutes les sélections. C'est juste que j'ai oublié de sélectionner mon scale, ce qui en soit un peu débile. Excusez-moi. Donc on en est, hop, voilà. Donc là j'ai fait l'erreur de remettre une clé incohérente. Voilà, hop, voilà. Donc hop, ici on sera plutôt comme ça, hop, ici, comme ça un peu moins, hop, comme ça, clac. Bref, là on fait un petit peu le même exercice que la semaine dernière. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir aller un peu plus loin avec ce qu'on appelle l'animation en groupe. Vous allez voir que c'est assez sympa. Donc maintenant j'ai ma balle pardon, qui s'étire, qui rebondit, qui s'étire, qui rebondit, qui s'étire, qui rebondit. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir venir timer cette animation. Comment je fais pour timer cette animation? Je viens tout simplement sélectionner tous mes contrôleurs ici et je viens timer l'animation. Donc je viens la prendre entièrement comme ça et là l'agrandir pour qu'elle soit à peu près cohérente. Je pense que là ça devrait être pas mal en termes de temps. Voyons un petit peu ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. On va venir retoucher au curve, d'accord? Donc ça vous paraît maintenant familier, je pense. Animation Graph Editor pour pouvoir avoir des trucs cohérents. Donc je vous rappelle en gros un petit peu, c'est chaque clé qui touche le sol doit être linéaire. Encore une fois, je vous invite encore une fois à aller voir le cours dessus si là vous ne comprenez pas ce que je raconte. Puisque j'ai déjà expliqué ce concept de linéarité des courbes ou pas. Voyons un petit peu maintenant ce que ça donne. Je vais pas la travailler plus que ça comme la dernière fois. Voilà, ça fera la blague. C'est pas ultra bon. Surtout sur la fin où ça rebondit beaucoup trop haut. Voilà, ça me stresse un peu, j'ai envie de dire. Donc je vais venir ici déplacer. Alors vous voyez que là je ne suis pas sur une clé ici. C'est très embêtant. Ici je suis entre deux clés. Je peux déjà venir faire clic droit, snap, et ça va snapper la clé sur une frame. D'accord? Donc ça peut être assez pratique quand vous avez une clé comme ça qui vient se mettre... entre deux clés. Vous voyez aussi que si je le souhaite, je peux sélectionner, enfin mettre sur une clé, faire clic droit, copie, et venir après ici, sélectionner mes clés par exemple, et faire un clic droit, paste. Donc comme ça, il me copie-colle la clé que j'ai copiée tout à l'heure. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc je dis que ça, c'était beaucoup trop haut. Hop là. Voilà. Ok. Et maintenant, bien sûr, la fin est beaucoup trop lente, donc on va la ralentir, tout simple, l'accélérer, excusez-moi. Donc on va prendre tous les contrôleurs et on va venir, hop, clac, ça c'est bien. Alors ça forcément ici, à ce niveau-là, ça commence à devenir un peu trop lent. Donc tout ça, ici, à partir de celui-là, on va venir l'accélérer un petit coup, hop, clac, et ici, ça devient aussi beaucoup trop lent à partir de cette clé ici. Donc tout ça, on va venir forcément aussi le rétrécir à fond pour avoir quelque chose de comme ça. Je pense que j'ai un peu trop rétréci. Encore une fois, je vous renvoie au premier tutoriel que j'ai fait sur la balle où c'est, je pense, mieux animé. Mais comme là, je dois vous expliquer plus en détail des paramètres, je vais prendre un peu moins de temps sur l'animation en elle-même. Ok, bon, ça fera la blague. Donc on a ça.
Et bien sûr, évidemment, vous vous en doutez, on ne peut pas laisser les clés comme ça entre deux frames à chaque fois. Donc on va tous les sélectionner, faire clic droit, snap. Il va tout me snapper sur des frames. Maintenant, j'ai des trucs qui sont cohérents et je peux retoucher normalement. Donc ça, c'est hyper important de bien snapper sur des frames. Sinon, si vous êtes entre deux frames, c'est déjà beaucoup plus délicat à travailler. Donc voilà notre animation un peu, soyons francs, un peu pourrie. Donc encore à travailler. Encore une fois, j'explique vraiment comment travailler l'animation de la balle dans le premier cours. Donc allez le voir. Je ne vais pas aller plus loin là. Ça ne servira à rien de faire vraiment deux fois la même chose. Maintenant, comment faire pour travailler cette espèce d'animation en étage? Et bien c'est très simple. On va venir mettre notre balle ici dans un groupe qu'on va appeler balle. Et ce groupe, on va l'animer de gauche à droite. Donc ici, on va faire un Shift W ici. On va le faire, hop, et on va aller le faire arriver ici. D'accord? Maintenant, regardez ce que ça donne. Yes. Ok. Bon, c'est ridicule, on va venir le mettre là. J'en avais déjà parlé un peu la dernière fois. Vous allez voir qu'on va pouvoir aller un peu plus loin ici. Hop. Ok. Hop, alors on va lui donner un mouvement qui soit accéléré au début et ralenti à la fin. Donc pour ça, ici, on va être en linéaire. Et ici, on sera ralenti. Hop, et on va accélérer un petit peu ce ralenti. Je vous rappelle, pour éditer une tangente, faites clic droit, weight tangente. Et vous pouvez maintenant faire free weight tangente. Ici. Hop. Vous pouvez maintenant faire comme ceci. En appuyant sur Shift, vous pouvez décaler sur un seul axe, en haut, ou à gauche, à droite. Hop, hop. Voilà, ce sera plus intéressant, je pense, de l'avoir comme ça. Tac. Ok. Bon, on va dire que c'est très cartoon et très moche, ce n'est pas un problème. Maintenant, comment je fais si je veux faire tourner ma balle? Et oui. Eh bien, regardez ce qui se passe si je prends mon contrôleur de rotation et que je fais tourner ma balle. C'est celui-ci. Non, celui-là. Voilà. Regardez un petit peu. Hop, je fais une rotation. Clac. Ici, hop. Et voilà ce qui se passe. Donc j'ai ma rotation. Clac. Je viens la mettre. On va faire partir comme ceci. Ici, je veux qu'elle soit comme ceci. Ici, je veux qu'elle soit, quand elle repart, comme cela. Hop. Ici, quand elle redescend, comme ceci. Ici, à plat. Et en gros, là, on va la faire tourner vite fait. C'est pas très important. Clac. Et maintenant, on a une balle qui va tourner en fonction de notre anime. Et là, ça devient déjà un peu plus cool, ok? Et là, c'est seulement grâce à ce concept d'animation par étage, par groupe à chaque fois, qui vient rajouter une information d'animation, qu'on peut faire des choses pareilles. Donc ça, c'est très intéressant. Ça vous permet de faire des animations qui sont complexes avec pourtant... Enfin, avoir un résultat qui est très complexe avec pourtant que des animations qui sont elles-mêmes très simples. Donc n'hésitez pas à faire des groupes dans des groupes dans des groupes, ou des contrôleurs dans des contrôleurs dans des contrôleurs, que ce soit en rig ou en anime, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle et de subtilité dans votre anime. Encore une fois, ne faites pas l'erreur d'animer directement le mesh. Vous pouvez le faire, mais on préfère ne pas le faire, ça vous donne une sécurité justement pour avoir ce petit étage en plus au cas où. Allez, un dernier truc avant de se quitter, c'est le dropsheet, je devais vous en parler. Maintenant qu'on a terminé l'étape de l'anime en pause clé et l'étape de l'étage en étage de l'animation en étage de groupe, on va parler un petit peu du dropsheet qui est une fenêtre assez intéressante pour pouvoir retimer plus facilement encore son animation que dans cette timeline. Dans Windows, ici, animation, vous avez ici le dropsheet. Le dropsheet va vous permettre de voir vos clés plus précisément que votre timeline ici en bas. Donc on va sélectionner ici tout simplement notre balle en translation et vous voyez qu'en fait on a ici des points noirs qui correspondent ici à nos clés que je peux venir sélectionner. Et en fait on va pouvoir venir sélectionner des clés et vous allez voir que je peux venir sélectionner plusieurs mèches et j'ai toutes les clés à chaque fois de chaque mèche, chaque contrôleur. Ça me permet d'avoir à chaque fois une superposition des clés, de voir quelle clé fait quoi. Ici j'ai les clés de toutes mes animations et j'ai les clés de chaque objet différent. Les raccourcis sont toujours les mêmes. W pour bouger
une clé, ce sera le clic de molette pour bouger la clé. Vous pouvez mettre en scale pour faire un scale sur les clés. Par exemple, si je prends plusieurs clés en scale, voilà, je peux faire un scale comme ceci. Donc ça peut être très intéressant. Vous avez plus d'outils que dans cette timeline un peu simpliste. Et pour timer, ça peut être très intéressant. Je voulais vous en parler. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très pratique dans l'animation, surtout en post-clé. Vous avez ici un petit raccourci qui permet de passer du Graph Editor au Dopsheet. D'accord? Donc ça peut être intéressant aussi. Ici, vous avez le Track Editor que je n'utilise pour ma part que très peu, voire même jamais. Mais à quoi il sert? Je peux vous expliquer à quoi il sert. Je ne sais pas m'en servir dans la version 2016. Maintenant, ça a changé. Avant, je m'en sers plus. Mais en gros, ça va vous permettre d'enregistrer son animation dans des espèces de tracks et de venir superposer ces tracks pour pouvoir la dupliquer. Ce n'est pas très intéressant, je trouve. Ou alors, en tout cas, je l'ai mal compris et mal utilisé. Je pense que ça peut être très intéressant, mais en tout cas, moi, je n'ai pas encore compris le principe et j'ai jamais eu l'utilité de m'en servir. Par contre, ce qui est très intéressant dans les courbes ici, c'est de pouvoir répéter le mouvement à l'infini. Alors là, pour une balle, ça n'a aucun intérêt, mais je vous montre quand même. C'est ici, dans Curve. Ici, vous avez pré-infini, qui va vous permettre de dire, bah ok, là, je fais un infini de cycle, cycle avec offset, oscillate, linéaire, constant. Regardez, si je sélectionne mes curves, je fais curve pré-infini cycle, eh bien, il fait n'importe quoi, puisqu'il ne comprend pas forcément qu'il ne voit pas de cycle en fait dans ce que je fais, donc ça ne marche pas. Par contre, si je fais curve pré-infini et je fais linéaire, ça ne marche pas. Donc, pourquoi il ne m'affiche pas? Ah oui, autant pour moi, il faut les afficher. Je suis navré. Alors, où est-ce que c'est? View ici, et vous avez. Voilà, il faut cocher infinite pour les voir, sinon ça n'a aucun intérêt. Et vous voyez que maintenant les infinis sont juste des constantes qu'on avait déjà. Si je vais dans pré-infini cycle, voilà, il me fait un cycle de mon animation à l'envers. Si je fais dans clé cœur post-infini cycle, j'ai le cycle de mon animation à l'envers. Regardez un petit peu ce qui se passe maintenant. Hop, ça rejoue, voilà, indéfiniment. Donc ça peut être très intéressant et peut-être plus intéressant que, enfin en tout cas plus simple à utiliser que le Tracks Editor. Je vous invite quand même à regarder un petit peu le Tracks Editor. Je mettrai encore une fois comme d'habitude un lien dans la description vers cet outil parce que moi je ne le connais pas, mais une documentation sur Autodesk je pense peut être largement suffisante pour pouvoir l'utiliser, je pense, intelligemment. Et puis moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, où on va pouvoir enfin regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec notre personnage. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, bon courage, bonne animation et salut.